Bien, merci, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, un grand merci donc d'être resté jusqu'à cette heure un peu tardive. J'espère que je ne serai pas trop inégal à votre attente, et puis je veux d'abord remercier aussi de m'avoir invité à prendre la parole à votre colloque, en particulier Charlotte Muda par le truchement de mon ami Christian Jean. Alors évidemment, je crois savoir que Charlotte a cité Hannah Arendt en début d'intervention. Je voudrais dire que je m'inscris dans ce studio pour rappeler à Charlotte, et donc à Charlotte aussi, que les totalitarismes, et je pense que nous allons avoir affaire à de nouveaux totalitarismes, il a été fait allusion au totalitarisme religieux, mais il y a aussi un totalitarisme, je dirais, algorithmique qui se profile, j'en parlerai tout à l'heure. Eh bien, ces totalitarismes ont toujours dû s'imposer en tirant profit de la crise de l'autorité. Ils ont tiré parti de la crise de l'autorité et de la dégénérescence des relations de pouvoir en contrainte par la force et l'agression. Alors, comme je m'adresse à des DRH, je vais peut-être vous dire un petit peu qu'à la suite de mes travaux, et à la suite dans la lignée des travaux de Michel Foucault, ce que je voudrais dire, c'est que l'autorité, le pouvoir et la domination ne sont pas que des concepts qui œuvrent dans le champ politique. Je vais préciser. Ils innervent l'ensemble des relations sociales, de soins, d'éducation, de justice, d'information, de culture, et même la science de l'action, et bien sûr l'entreprise. Mais c'est aussi une façon de rappeler qu'il y a une espèce d'isomorphisme entre les relations de pouvoir telles qu'elles émergent dans une société donnée à une époque donnée, et la manière dont justement l'autorité et le pouvoir et la relation de pouvoir œuvrent dans les champs sociaux. Pour faire vite et pour faire simple, je commencerai par deux citations et après je raconterai le compte d'Andersen, c'est quoi. Première citation d'Hannah Arendt, puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance. Alors, obéir, vous savez que étymologiquement, ça veut dire prêter l'oreille. Prêter l'oreille, c'est un point extrêmement important. L'autorité requiert toujours l'obéissance et on la prend du coup pour une forme de pouvoir de violence. Pourtant, l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition. Et c'est là où la force est employée que l'autorité a échoué. Je crois que c'est important par rapport, si vous voulez, ce qu'on va développer tout à l'heure. La deuxième citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Machiavel. Tout le monde voit bien ce que tu sembles, mais bien peu ont le sentiment de ce que tu es. Et c'est peu n'osent contredire à l'opinion du grand nombre qui ont de leur côté la majesté de l'État. Donc vous l'avez compris, le pouvoir est une croyance. Alors effectivement, Andersen là-dessus absolument magnifique. Donc le conte d'Andersen 1837, c'est un conte formidable qui a bercé notre enfance, qui nous a en tant qu'enfants donné une revanche extraordinaire sur le conformisme des adultes, de leur hypocrisie sociale et donc leur aveuglement prétentieux. C'est quelque chose de formidable. Alors, je le raconte, je le rappelle plutôt, il y a de longues années vivait un empereur qui n'aimait rien tant que les beaux habits. On dirait aujourd'hui qu'il était dans la com, et comme dit l'autre, ça coûte un pognon de dingue. On disait de lui à l'époque, l'empereur est dans sa garde-robe. Et donc ce désir de plaire et se montrer était tel qu'il finit par succomber à une escroquerie. Deux filous, se prétendant tisserands, affirmèrent qu'ils pouvaient tisser avec la plus belle étoffe, les plus beaux habits du monde, absolument incomparables. Mais il ajoutait que ces habits magnifiques avaient une propriété particulière, c'est qu'ils étaient invisibles aux yeux des imbéciles, des idiots, et de tous ceux qui n'étaient pas adaptés à la fonction. Vous voyez, on est déjà dans l'évaluation. On imagine la suite. Ils se font livrer, bien sûr, la plus belle soie du royaume, l'or le plus précieux, les diamants les plus magnifiques, enfin bref, tous les matériaux, si vous voulez, pour constituer ces magnifiques habits qui sont, bien sûr, invisibles. Donc ils font semblant de tisser un habit, un habit qui n'existe pas, et ils restent très tard dans la nuit devant leur métier vide. Au bout d'un certain temps, l'empereur essaie quand même d'envoyer son premier chambellan pour vérifier un petit peu l'état d'avancement des travaux. Donc le premier chambellan arrive, il s'approche du métier à tisser et il voit rien. Il voit rien. Enfin, un premier chambellan ne peut pas être idiot. Un premier chambellan, n'est-ce pas, ne peut pas être inadapté à sa fonction. Et donc, il s'extasie sur le caractère magnifique des habits.
comme le temps presse, je ne vais pas vous faire défiler toute la cour, mais sachez qu'en tout cas, le gouvernement intégralement, n'est-ce pas, approche du métier à tisser de ces filous et constatant qu'il n'y voit rien, néanmoins, considérant que s'ils ne voient rien, ce serait avoué que ce sont des idiots ou qu'ils ne sont pas adaptés à leur fonction, donc tous s'extasient sur le caractère magnifique de ces habits et les fautisseront, c'est un petit peu la posture au loin, puisqu'ils demandent à l'empereur de défiler dans le royaume, porter simplement, avec simplement ces formidables habits magnifiques. Et donc c'est comme ça que l'empereur promène tout nu dans le royaume où le peuple ovationne bien sûr cet empereur qui a de si beaux habits, jusqu'à ce que, à la voix d'un tout petit enfant, s'écrit « il est tout nu ». Il est tout nu, et là, bien sûr, ça fait un peu frissonner l'empereur, la foule, mais néanmoins, n'est-ce pas, l'empereur continue, applaudi par tout son peuple, avec des chambellans qui portaient la traîne d'habits qui n'existe pas. Vous avez là le ressort le plus vif de ce qu'il en est psychologiquement de la nature et du rapport au pouvoir. Les sujets qui ne voulaient pas passer pour des idiots, des impolis, ou inadaptés à la fonction, donc admirés rituellement. Je crois que le caractère de cérémonie est extrêmement important dans le pouvoir. Je pense que le pouvoir nous avance un caractère religieux pour aller très vite. Eh bien, admirer des habits qui n'existent pas. Alors, ainsi, je crois, va le pouvoir. Et notre complaisance à nous y soumettre, il passe et nous ne voyons pas qu'il est dû. Nous lui faisons confiance. Alors, c'est un mot qui est revenu. Confiance, vous le savez, ça veut dire se fier. Ça veut dire c'est la foi. C'est la nature religieuse d'une comédie humaine et sociale par laquelle, n'est-ce pas, se produit un conformisme qui nous fait nous soumettre. L'aveuglement collectif à la vérité d'une nudité du pouvoir nous conduit à le couvrir. À le couvrir de quoi? À le couvrir de nos attentes. À le couvrir en quelque sorte, si vous voulez, de nos croyances, de nos fictions. Vous savez, même Hobbes, celui du Léviathan, sur la naissance de l'État, etc., même Hobbes dit, n'est-ce pas, l'État comme Léviathan, comme monstre marin, n'est-ce pas, extraordinaire, eh bien, il dit, oui, d'accord, et pour ça, il fictionnait et il croyait la fiction. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à la fiction de la puissance de l'État et de son pouvoir, eh bien, il n'y a pas obéissance, il n'y a pas soumission. Donc c'est un point sur lequel je voudrais insister dans un premier temps très rapidement, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est parce que, en quelque sorte, nous prêtons au pouvoir un certain nombre d'attributs que, lui reconnaissant ces attributs, nous pouvons nous y soumettre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en possède pas un certain nombre, parce que je voudrais insister, mais là je n'ai pas le temps de développer davantage, il ne s'agit pas d'une hallucination, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une croyance délirante. Il s'agit de ce qu'on peut appeler en psychanalyse une illusion, c'est-à-dire la rencontre, la coïncidence entre une attente et une apparition. Il y a une illusion que vous connaissez très bien, enfin, je ne sais pas pour vous, c'est l'amour. L'amour, ça n'est rien d'autre que justement, à un moment donné, cette rencontre, si vous voulez, entre une attente et quelque chose qui apparaît. Vous vous souvenez de la phrase de Breton, c'est comme si je m'étais perdu et qu'on va tout à coup m'apporter des nouvelles, comme ça qu'il parle de l'amour. Et bien, je crois que le pouvoir, c'est quelque chose, le rapport au pouvoir, la relation de pouvoir, est quelque chose qui a à voir avec cela. C'est-à-dire qu'il faut une croyance, il faut une illusion, pour que nous puissions, en quelque sorte, n'est-ce pas, attribuer à quelqu'un, l'élever à la dignité de représenter une autorité. Je reviendrai sur ce point. Et cette dimension, elle est fondamentalement en lien, elle est consubstantielle avec le religieux. Le religieux, ça ne veut pas dire simplement les religions. C'est-à-dire le religieux, il y a aussi une spiritualité laïque, avec, si vous voulez, cette dimension-là qui est extrêmement importante, qui est théologique. Si vous prenez le philosophe Walter Benjamin, il montre bien, dit comment le nain de la théologie, caché sous la table, fait fonctionner les rouages du matérialisme. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, il faut la foi pour que ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que la personne, n'est-ce pas, à laquelle vous prêtez un pouvoir, n'a pas les compétences, et j'ai bien entendu tout à l'heure ce qui a été dit, n'a pas les compétences pour exercer ce pouvoir, mais ça veut dire simplement que ces compétences, elles ne peuvent être reconnues qu'à la condition, d'une certaine manière, qu'on les lui invente avant même qu'il les manifeste.
Et c'est un point aussi extrêmement important de la chez Machiavel. Dans le pouvoir, il y a quelque chose de démoniaque, ou de miraculeux, si vous voulez. Hannah Arendt parlera d'improbabilité infinie, c'est-à-dire il y a un miracle. Et je vais développer un peu tout ce point. C'est-à-dire qu'il faut, pour pas que le pouvoir soit dénudé, il faut des fictions. Paul Valéry disait tout état social exige des fictions. Ce qui me veut dire que ça soit fictif, c'est-à-dire que c'est justement parce qu'il y a, si vous voulez, ces ressorts psychologiques de liens religieux avec le pouvoir que ça fonctionne. Ça s'appelle l'efficacité symbolique, dont parlait notamment Lévi-Strauss, ou dont parlait Durkheim. Durkheim, qu'on présente comme un sociologue très positiviste, pourtant, dit bien que tout ce qui est de l'ordre des catégories sociales, tout ce qui fait fonctionner une société est de nature religieuse. Et là encore, ne croyez pas que la sécularisation de l'ordre social soit pour autant une perte du religieux, simplement un transfert du religieux. Bon, ça, je ne vais pas le développer maintenant. Un point rapide sur ce premier temps, ce n'est pas la raison qui dit la vérité. Ce n'est pas, si vous voulez, les lumières, la philosophie des lumières, ça n'est pas la raison critique, ça n'est pas la cognition, c'est la parole d'un petit enfant. C'est-à-dire ce qui défait d'une certaine manière l'illusion du pouvoir et du côté des rêves, du côté de la poésie, du côté de l'amour ou du côté de l'amitié. On a aussi beaucoup parlé d'amitié. L'amitié, c'est l'autre nom de l'amour. Alors, vous mettez l'art aussi. Comment ? L'art. L'art aussi, bien sûr, non, mais l'art est extrêmement important, bien sûr. L'art et le mot, et je ne veux pas tout développer. Alors, quelle est la vérité insoutenable qu'il faut cacher et que seule la parole d'un petit enfant parvient à avouer? Si, justement, cette nullité du pouvoir, c'est ce jeu de dupes qui fait fonctionner la comédie sociale. Je voudrais, pour essayer d'avancer un peu plus, si j'ose dire, il faut aussi reconnaître, au passage très vite, que le droit, la religion, l'État sont de nature religieuse. Il faut aussi, si vous voulez, un point qui est aussi important, qui est tout à fait paradoxal, bien sûr, nous parlons non pas de la contrainte par la force, nous ne parlons pas de la relation, si vous voulez, maître-esclave, c'est pas ça. Nous parlons de la relation de pouvoir, nous parlons de l'autorité. Et l'autorité, paradoxalement, elle implique une obéissance, mais une obéissance qui justement s'adresse à des hommes libres. C'est-à-dire que paradoxalement, l'obéissance est le témoignage de la liberté. Le pouvoir s'exerce sur des sujets humains considérés comme libres. Le pouvoir et la domination ne s'opposent pas à la liberté, ils la supposent. La liberté, vous le savez, elle a été définie au XIXe siècle, par exemple, par Pierre Leroux, comme étant le pouvoir d'agir. Et qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Alors, le gouvernement, je l'emploie au sens du XVIe siècle, pas simplement le gouvernement au sens institutionnel et politique, le gouvernement en tant que conduite et conduite. Donc, d'une certaine manière, à partir du moment où vous êtes dans une position d'autorité, institutionnellement, vous êtes dans la conduite et conduite. Vous êtes dans la possibilité d'influencer l'action des autres. Eh bien, ce qui est extrêmement important, encore une fois, c'est que l'exercice justement de ce pouvoir qui s'adresse à des hommes libres repose, je vais revenir un peu là-dessus, repose par quelque chose qui est hanté par la possession démoniaque, qui est hanté par le religieux, et bien sûr dans notre monde occidental, n'est-ce pas, le religieux, c'est notamment l'héritage en particulier chrétien. Alors, je voudrais revenir sur deux textes fondamentaux, très rapidement. C'est ceux de Marc Bloch, Les rois thaumaturges, et ceux d'Ernst Kantorowicz sur les deux corps du roi. Pour comprendre ce qu'il a aimé du pouvoir, je suis désolé, mais il faut passer par là. Vous allez comprendre pourquoi, d'une certaine manière, j'ai tout à l'heure poussé en disant que c'était de nature démoniaque. Vous connaissez le travail peut-être de Marc Bloch, c'est un essai d'histoire politique à partir de l'analyse du rituel de guérison des écrouelles des rois, ou de l'épilepsie aussi. Par la main royale, en Angleterre et en France, pour aller vite, il y a une pratique qui est que les rois guérissent, ils ont ce pouvoir thaumaturge, ils guérissent
des écrouelles ou de l'épilepsie, et on fait défiler comme ça, n'est-ce pas, des gens devant le roi qu'il va guérir. Alors, la chose qui est très importante, c'est que, si vous voulez, donc c'est aussi les reconnaître une position sacrée d'intermédiaire entre le profane et le transcendantal. On reviendra sur ce point. Donc, cette illusion collective attribue donc au pouvoir une force miraculeuse capable de posséder les sujets du choix. Donc, encore une fois, j'insiste, il y a bien un caractère démoniaque qui s'attache au pouvoir. Alors, d'où vient justement ce prestige, s'interroge Marc Bloch, ce prestige religieux sacré du pouvoir de ces rois thaumaturges chrétiens? Eh bien, pour Marc Bloch, ça vient d'obscures réminiscences des communautés où, avant, on considérait que celui qui était le chef pouvait aussi bien donner le mal qu'en guérir. Et donc, moi, là encore, c'est un point extrêmement important, puisque, si vous voulez, sous l'effet de ces réminiscences des illusions collectives, de pouvoir démoniaque, les détenteurs d'une autorité souveraine, royale par exemple, devenaient eux-mêmes sacrés. Et du coup, tout acte à leur rencontre, d'ailleurs, devenait sacrilège. C'est un point extrêmement important et pouvait produire le malheur individuel ou malheur collectif. C'est un point très important. Je dirais d'ailleurs aujourd'hui que pour faire un bon président de la République, il ne s'agit pas de guérir les écrouelles, mais il faut quelque part être hanté, si vous voulez, par cette image du roi thaumaturge, c'est-à-dire cette image du roi sacré. C'est un point assez amusant de considérer que les rois qui guérissaient étaient les rois puissants, Louis XIV par exemple. Ceux qui avaient une inconduite comme Louis XV, ça ne marchait pas, et alors Louis XVI n'est pas un tel état. Et ce qui est aussi intéressant, c'est lorsque les royalistes, au moment de la Restauration, ont voulu essayer, si vous voulez, de renouer avec l'Ancien Régime, ils ont essayé, avec Charles X, ils ont essayé le rituel des écrouelles. Et comme ça n'a pas marché, on a vite arrêté. Donc, ce que je suis en train de dire, bien sûr, c'est cette consubstantialité entre la soumission à un pouvoir qu'on considère comme fort et la force qu'on lui prête et qui, d'une certaine façon, dans la retombée, nous guérit nous-mêmes. Il y a aussi tout un truc dont je n'ai pas le temps de développer, mais vous savez, sur le rituel des métaux, parce qu'il n'y a pas que par le toucher royal, il pouvait aussi ne pas guérir par les métaux. Il y avait tout un rituel qui consistait à mettre les métaux sur l'autel de l'église et à considérer que pendant un temps passé dans l'au-delà, ils se chargeaient donc d'une force transcendantale et ensuite ils étaient récupérés. Vous voyez, et cette position intermédiaire entre justement le profane et le transcendantal est extrêmement importante pour comprendre, si vous voulez, le cas, la puissance thaumaturge de la royauté. Alors, bien sûr, ça marche jusqu'à ce que de nouvelles philosophies et de nouvelles religions politiques, c'est ce que montre aussi Marc Bloch, ce sont les révolutions politiques qui vont faire abandonner l'efficacité de ce rituel. C'est pas même les réformes religieuses, si vous voulez, c'est pas même les critiques philosophiques, non, c'est le politique. Donc, cette consubstantialité entre le politique et le religieux, je voudrais rapidement donc le souligner. Alors, il y a également un point important, c'est que j'ai aussi à peine effleuré, je suis désolé, mais je suis un peu rapide là, mais c'est lorsque je vous ai dit que les croyants étaient possédés, au sens d'une possession démoniaque. Le possédé n'étant que celui qui se donne au diable. Il a l'impression d'être possédé. Là aussi, il faut avoir le temps de développer tous les travaux sur les hystéries démoniaques, etc. Mais, donc là, c'est de la même manière, d'une certaine façon, se donner au pouvoir pour pouvoir s'y soumettre. Ce n'est pas le pouvoir, dans la relation de pouvoir, ce n'est pas le pouvoir qui vous soumet, c'est parce que vous vous offrez, vous donnez au pouvoir que vous acceptez de vous y soumettre. Donc, en quelque sorte, le pouvoir prend possession de celui qui s'y soumet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Derrière ça, il y a la mort. Alors, bien sûr, on a évoqué tout à l'heure la mort donnée ou la mort subie. Mais il y a une autre mort. Cette autre mort, si vous voulez, c'est la condition humaine, c'est la finitude de la condition humaine, qui fait que nous avons besoin, pourrait-on dire, entre
Cette mort, qui est la figure du non-savoir, parce que la mort, on ne peut pas savoir ce que c'est, tant qu'on n'y est pas, on n'a pas l'expérience, et quand on y est, on n'est plus là pour le savoir. Mais nous avons besoin de mettre entre la mort, cette autre mort, si vous voulez, et nous, un écran. Et cet écran, c'est souvent la figure de l'autorité. Et l'autorité, là encore, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a quelqu'un qui l'a beaucoup mieux dit que moi, c'est Shakespeare. Prenez Richard II. Quand Richard II est destitué, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans la couronne creuse, ce qui domine, ce qui règne, c'est la mort. Donc le roi, l'empereur, le président, etc., n'est rien, pourrait-on dire, sans la mort qui est à l'intérieur même du pouvoir. Je vous lis juste le passage de Richard II. Tous assassinés, quand dans la couronne creuse, qui ceint les tempes mortelles d'un roi, la mort tient sa cour, là trône la bouffonne, raillant sa dignité, ricanant de sa pompe, lui accordant un souffle une petite scène pour faire le monarque être craint et tué dans le regard, lui insufflant une nouvelle opinion de lui-même, comme si cette chair rempart de notre vie était une citadelle de bronze. Puis, s'étant joué de lui, pour finir, elle vient, avec une petite épingle, perce le rempart du château, et adieu, roi. Donc, pour aller vite, dès qu'il y a décristallisation, des attentes, dès qu'il y a décristallisation, si vous voulez, de ce que vous avez attribué, ce qui apparaît, c'est justement cette nullité. Vous savez, il y a comme toujours, l'art dit beaucoup mieux que les soi-disant savants, n'est-ce pas, ce dont il est question. Prenez ce tableau magnifique de Holbein, les ambassadeurs, vous devez connaître. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les attributs du pouvoir sur la table, et par anamorphose, si vous vous déplacez, ce que vous voyez surgir, c'est une tête de mort. Et bien, dites-vous bien qu'il y a là une métaphore, d'une certaine manière, de ce qu'il en est de la relation de pouvoir. Rapidement, puisque nous parlions du président, vous me permettrez de citer Emmanuel Macron, qui avait reconnu l'existence, il a lu un peu comme moi Kantorowicz, on n'a pas lu de la même façon, mais ça c'est notre histoire, c'est dans mon... Bon, mais lorsqu'il dit, si vous voulez, Kantorowicz a fait un travail remarquable sur tout le corps du roi. Par exemple, le roi est mort, vive le roi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne matérielle, corporelle du roi vient de disparaître et que la royauté se poursuit. On peut dire la même chose, par exemple, entre une personne et sa fonction. Donc il y a le corps matériel, pour aller vite, et puis il y a le corps mystique. C'est de cela dont je vous parle en bégayant un peu depuis tout à l'heure en balbutiant, je vous prie d'excuser. C'est un peu la fatigue. Emmanuel Macron avait fait reconnaître ce corps mystique dans une déclaration le 7 février 2017 à l'Obs, quelques semaines avant qu'il soit élu. Il a dit « Vous savez bien que le président, qui a plusieurs corps, est constitutionnellement le garant des institutions de la dignité de la vie publique. Or, cette responsabilité symbolique ne relève ni de la technique, ni de l'action. Elle est de l'ordre littéraire et philosophique. » Donc nous avons un président qui connaît ces classiques, le roi a deux corps, un matériel, l'autre symbolique, un temporel, l'autre éternel. Dites-vous bien, dès que vous êtes dans une position de relation de pouvoir, vous êtes dans cette position. Vous êtes dans cette position. Alors on va parler du corps, le corps du roi, mais vous êtes dans cette position à la fois corporifier quelque chose qui vous dépasse. Et bien évidemment, si vous voulez, le problème, c'est si vous vous prenez pour ceux que vous incarnez, alors là, ça commence à pas être rappelé, c'est ce point qui est extrêmement important. Kantorowicz a décrit ce processus par lequel se construit une théologie politique. Vous voyez, je reviens à mon propre à l'Occident, où la figure du Christ, homme, fils de Dieu, à la fois assure la métaphore de la souveraineté. D'abord, souveraineté royale, puis souveraineté de la loi, puis souveraineté de l'État, puis souveraineté de la communauté nationale. Donc, dès que l'on fait référence à une relation de pouvoir, à l'autorité derrière, et il y a donc, si vous voulez, cette dualité, c'est-à-dire à la fois la personne et ce qu'elle incarne. Ce qui est très important dans la démonstration de Kantorowicz, c'est que le roi est le nom d'une continuité et qu'il gouverne, et que c'est en ce nom que le roi ne meurt jamais. Ce qui veut dire que on peut toujours décapiter les rois.
On peut toujours prononcer la déchéance d'un responsable, d'un président, qui vous voulez, mais il n'empêche, il y a une continuité du pouvoir. Et donc, il y a une continuité du pouvoir, c'est parce que d'une certaine manière, nous avons psychiquement, comme socialement et politiquement, besoin de ce pouvoir. Alors, je vais passer plus rapidement pour essayer de dire. Vous n'avez pas posé une question? Je pensais que vous avez... Mais non, mais je vous écoute. Ah bon, Quand j'aurais une vraie question, je vous la pose. Je vous remercie, comme j'ai pu apprécier à la fois votre... Mais j'ai senti que le fait que je ne vous pose pas de questions ne vous déstabilisait pas. Pour l'instant. Donc, je suis dans la croyance, moi aussi, que vous allez poursuivre, et j'y crois. C'est presque religieux. Alors, ça, je ne vais pas développer, mais Marc Bloch montre bien que c'est l'attente du miracle qui fait le miracle. C'est ma foi. Alors, pour faire la transition avec avant une deuxième partie que je vais évoquer, parce que c'est été un peu dit tout à l'heure pour Rodachim, je vais beaucoup parler de ça dans la deuxième partie, n'est-ce pas? Je vais faire juste une citation. L'autorité, pour moi, d'une certaine façon, c'est aussi mes lectures, mon travail, mon expérience, ma vie, et donc j'aime bien faire des citations. Ceux qui me connaissent me savent apprécier. Foucault écrit à propos justement de la violence qui est derrière le pouvoir, mais que le pouvoir négocie et ne fait pas apparaître. Il écrit: est-ce que cela veut dire qu'il faille chercher le caractère propre aux relations de pouvoir du côté d'une violence qui en serait la forme primitive, le secret permanent et le recours dernier, ce qui apparaît en premier lieu comme sa vérité lorsqu'il est contraint de jeter le masque et de se montrer tel qu'il est? Donc vous avez bien compris, derrière, la relation de pouvoir n'est pas, encore une fois, la violence, n'est pas, même si elle peut par moments user de la violence, mais ça n'est pas la violence, ça n'est pas la force, mais derrière quoi il y a cette violence, et bien sûr cette violence qui se noue d'une certaine manière avec la question de la mort. Gouverner, donner des ordres, c'est assumer cette part de violence. C'est assumer cette part de violence qui se niche au cœur de toute relation de pouvoir et de domination. Et ça n'est supportable qu'à la condition que vous ayez ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle une théodicée, c'est-à-dire un ensemble de croyances justifiant justement l'usage de votre pouvoir. Et c'est pour ça que la fiction est importante, c'est pour ça que la croyance est importante. Alors, ce n'est pas forcément une croyance, là aussi il faudrait beaucoup de temps, j'ai déjà abusé du vôtre, n'est-ce pas, mais cette croyance, elle peut être matérialiste. L'économisme que nous subissons aujourd'hui est une théologie, c'est une vision du monde. Camus avait l'habitude de dire, derrière toute méthode, il y a une métaphysique. Eh bien, si vous voulez, en gros, tout pouvoir que vous exercez, vous allez l'exercer au nom d'une théologie. Vous croyez par exemple que la rationalité instrumentale, que la raison économique, ça c'est de la vérité, pas du tout, c'est une fiction, c'est une croyance. C'est une illusion, c'est une théologie. Et c'est une théologie au nom de laquelle vous pouvez exercer votre pouvoir, et exerçant votre pouvoir, effectivement, il peut s'avérer efficace. Mais il faut cet intermédiaire. Je suis clair? Ça me rappelle le dernier épisode ultime de Game of Thrones, où le nain, je ne sais pas si vous regardez cette série, mais le nain dit exactement ce que vous dites. Et c'est un hommage au scénariste, mais c'est aussi un hommage au pouvoir. Il est le Mazarin des souverains. Et il dit qu'est-ce que c'est que le pouvoir si ce n'est de raconter une histoire? Alors il y a un double sens, il y a ce que vous dites, et il y a aussi les scénaristes d'Hollywood qui disent nous on a pris le pouvoir et on tient Hollywood. Pardonnez-moi, vous m'avez regardé, je vous ai parlé. Je peux faire une conférence, j'ai écrit 2 bouquins là-dessus, sur la crise du récit aujourd'hui, qui a un rapport avec la crise d'autorité. Parce que nous ne sommes plus capables, effectivement, de raconter une histoire, qu'il y a une crise d'autorité et qu'il y a une crise en relation du pouvoir. Alors, toute domination a aussi besoin, je vais venir à un autre point, si vous voulez, a aussi besoin d'une administration. Et c'est Max Weber, qui a énormément réfléchi sur la question de la domination, c'est Max Weber qui a dit que si toute domination est une administration, toute administration est aussi un régime de domination. Et donc il y a un rapport avec le pouvoir. Simplement,
ça va me permettre de passer à la deuxième partie. Nous sommes dans la modernité, et quand Hannah Arendt parlait de crise d'autorité, c'est à cela qu'elle fait allusion. Nous sommes, si vous voulez, dans une culture de la modernité où ce qui compte, c'est un certain esprit, c'est une certaine métaphysique, une certaine vision du monde qui repose sur la possibilité de le calculer et de le prévoir. Et c'est justement, en quelque sorte, cette rationalité que j'appelle pratico-formelle, pour reprendre les termes de Weber, la rationalité pratique, c'est le monde des affaires, la rationalité formelle, c'est le monde du droit. C'est donc, vous voyez, cette double rationalité qui permet aujourd'hui de faire fonctionner des régimes qui sont des régimes, on va dire bureaucratiques, mais ne voyez pas, bien sûr, de la moindre valeur péjorative dans ce terme. C'est pas ça. Ça veut dire que ça repose, si vous voulez, non pas sur la religion, non pas sur la morale, non pas sur la tradition, etc. Ça repose sur une rationalité légale, c'est-à-dire formelle, pour aller vite, et pratique, ça veut dire en termes économiques, technico-économiques. Alors, ça, c'est très important pour moi. C'est très important parce que, bien évidemment, et ça répond peut-être à la question que posait tout à l'heure le colonel à propos justement d'un de ses élèves, vous voyez, la déformation, d'un des soldats, je suis universitaire bien sûr, d'un des soldats qui disait mais comment est-ce qu'on peut se faire tuer en pensant au terrorisme actuel, le terrorisme islamiste notamment, au nom d'une religion. Bon. Eh bien, c'est un point important, c'est que, étant dans une culture où ce qui domine, si vous voulez, c'est la rationalité pratique, c'est la rationalité des affaires, l'homme, si vous voulez, auto-entrepreneur de lui-même pour aller vite, et la rationalité légale, c'est-à-dire le droit, ce qui est laissé de côté, c'est ce que Max Weber appelle la rationalité substantielle, c'est-à-dire c'est le monde de l'éthique, c'est le monde de la religion. Et que dans un monde, si vous voulez, très désenchanté, très réaliste, très instrumentalisé comme le nôtre, nous laissons de côté, justement, alors ça c'est un autre bouquin, c'est pas un monde sans esprit, la fabrique des théorismes. Et nous laissons de côté, justement, tout ce qui est rêve, tout ce qui est récit, tout ce qui est fiction. Et du coup, nous avons un certain nombre d'adolescents, notamment, qui ne sont pas des enfants de banlieue, qui ne sont pas, si vous voulez, des citoyens musulmans, etc., qui font partie de la classe moyenne européenne, en principe même diplômés au-delà de la moyenne et haute, qui vont chercher, de manière addictive, qui vont chercher un rêve qui ensuite se transforme en cauchemar. Juste pour articuler ce que vous dites. Alors, ça me permet de passer à mon dernier point, c'est que nous sommes de plus en plus dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde désenchanté, nous sommes dans un monde abominablement réaliste. Je veux dire qu'aujourd'hui, regardez, même, on ne gouverne plus au niveau de valeur. J'ai entendu le mot honneur tout à l'heure, c'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, qui va se prévaloir de l'honneur pour donner des ordres ou pour obéir? Très peu de monde. Je suis obligé d'ailleurs de nuancer mon propos en remarquant qu'il y a peut-être des régions de la société où effectivement l'autorité et la tradition a moins décliné que d'autres. Mais dans l'univers que je connais, que ce soit l'université, l'hôpital, etc., je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Bon. Alors, dans ce monde, justement, où on gouverne au nom de la raison pratique, au nom de la raison légale, et donc par le truchement de l'administration, par le truchement des procédures, par le truchement des protocoles, par un certain nombre de règles, si vous voulez, pratiques, on aboutit à quoi? Eh bien, on aboutit à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise d'autorité, il y a une crise de la relation de pouvoir, il y a l'individualisme de masse, ça a aussi été évoqué, et alors, face en quelque sorte à cette amputation du social, face à cette mutilation, si vous voulez, des valeurs, on va dire, religieuses, spirituelles, il y a l'humanisme peut être athée, il y a quand même une spiritualité poétique, comme vous savez, et bien on va tenter d'utiliser la technique pour gérer les populations humaines. Et je vais vous donner un exemple aussi, c'est que nous sommes aujourd'hui en train d'évoluer vers une forme de dictature numérique, de totalitarisme numérique. Je vous prie, encore une fois, de vous rappeler ce que j'essayais d'avancer tout à l'heure, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un gouvernement des gouvernants, il
Il s'agit d'un gouvernement que nous avons tous entre nous, avec nous, c'est-à-dire une forme d'assesse, si vous voulez, une forme de relation à l'autre. Alors, vous êtes prêts à partir en vacances, vos bagages sont faits, vos chambres sont réservées, il n'y a qu'un seul problème, le gouvernement a annulé vos billets. Ça se passe en Chine, des dizaines de millions de Chinois sont sanctionnés parce que leur score de crédit social, vous connaissez, le score de crédit social a été dégradé. Comme la Chine s'est appropriée la maîtrise des nouvelles technologies de manière magnifique, un des leaders, n'est-ce pas, des big data sous nos yeux, reconnaissance faciale, algorithme prédictif, donc plus de succès que les Chinois, qui sont passés maîtres, et ils en font quoi? Ils en font quoi? On est vu du côté de Confucius, ils en font quoi? Ils en font la manière de conduire les conduites, la manière de donner les ordres. L'Empire du Milieu est en train de constituer un gigantesque réseau social, un et demi milliard de personnes. Chacune d'elles est notée en fonction de son comportement dans la vie quotidienne, scannée dans le moindre geste par 200 millions de caméras de surveillance, et je crois qu'on annonce 400 millions pour 2020, c'est une chambre. Les algorithmes de l'État calculent alors pour chacun son crédit social en fonction de son comportement dans la vie quotidienne. Donc une population entière de plus d'un milliard de personnes surveillée dans les moindres de ses gestes et notée en fonction de ses comportements. Une note algorithmique attachée à chaque citoyen synthèse donc d'un contrôle massif. La Chine est donc en train de devenir la première dictature numérique du monde. Vous tentez de traverser la rue alors que le feu est au vert, vous êtes sanctionné. Votre visage est immédiatement reconnu par la caméra de surveillance, etc. Ce n'est pas simplement pour un problème de sécurité sociale, routière, puisque vous ne payez pas vos factures en temps, vous êtes sanctionné. Vous avez écrit des choses désagréables sur le parti, vous êtes sanctionné. Comme ça, un journaliste qui s'est retrouvé de 800 points à 0 points, mais comme il y a eu un peu un écho médiatique, son score est remonté. Donc, vous voyez, c'est très important, parce que vous ne pouvez plus voyager. Vous direz beaucoup mieux que moi. Vous ne pouvez plus accéder à certains services de santé. Vous entrez dans une file d'attente pour un certain nombre de prestations sociales. Voire vous ne trouvez plus d'emploi. Et ce n'est pas que les individus. C'est-à-dire que non seulement 17 millions de billets d'avion ont été bloqués l'an dernier, à cause de crédit social trop bas pour ces citoyens chinois, mais les entreprises elles-mêmes bénéficient, si j'ose dire, d'un score de comportement social et donc perdent, par exemple, des marchés, perdent, si vous voulez, un certain nombre de possibilités de prêt. Un slogan est donné par le parti communiste, si je dirais. Une fois que vous perdrez la confiance que nous avons en vous, vous serez confrontés à des restrictions partout. Donc, vous voyez, la surveillance de masse ne concerne plus seulement les individus, mais des collectivités. Et encore une fois, là, il n'y a pas besoin d'autorité. Il n'y a pas besoin de relation de pouvoir. Alors, je dirais peut-être un mot tout à l'heure par rapport justement à l'ordinateur aussi. Donc, alors vous rassurez très vite, parce que vous vous dites, ah oui, on fait aussi des casques légers intégrés dans des capteurs légers intégrés dans des casques de travailleurs qui transmettent sans fil les données des ondes cérébrales du porteur à l'ordinateur. Et donc, l'entreprise peut connaître l'état émotionnel de celui qui travaille. Plus besoin de chef, plus besoin de DRH, plus besoin d'autorité, plus besoin de relations de pouvoir. Vous avez là une gestion, on va dire, tyrannique, dictatoriale, par le biais de la science, exit les croyances, exit les théologies, exit les afichamages du pouvoir. Il n'y a plus que la violence nue qui est celle de la contrainte par force, par le viatique, justement, de la technique. Alors, vous êtes rassuré, vous dites que mais non, c'est en Chine. Eh bien, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que déjà, dans l'espace public en France, n'est-ce pas, à titre expérimental, à Nice, à Nîmes, à Marseille, dans d'autres régions, il y a des surveillances comme ça de l'espace public. Alors, pour l'instant, ça concerne uniquement l'espace public. On n'a pas atteint ce niveau d'obscénité, d'accord, c'est vrai. Donc, il dit, bon, maintenant, en Angleterre, par exemple, vous allez comprendre, si j'ose dire, mon propos, il y a un documentaire qui est passé en 2016 qui s'appelle Les enfants volés d'Angleterre. C'est un documentaire, vous connaissez, de Stéphanie Thomas et de Pierre Chassagneux, merveilleux, qui a montré les conséquences dramatiques du Channel Act, adopté en 1989
sous Margaret Thatcher, qui permettait de retirer aux parents leurs enfants si on les soupçonnait soit de maltraitance, soit de négligence, soit d'abord on s'est aperçu que du coup les enfants retirés, ils ont été placés ailleurs où éventuellement ils ont subi des viols, des violences bien pires que ce qu'ils étaient soupçonnés de pouvoir subir chez eux. Mais ce qui est très important, et je me permets d'insister beaucoup là-dessus, c'est un des messages que j'aimerais faire passer. C'est que, si vous voulez, dans le changement qui est le nôtre, celui des méthodes d'évaluation, tout économique, la tarification à l'activité à l'hôpital, les impact facteurs à l'université, etc., eh bien évidemment, là aussi, les services de protection de l'enfance étaient, en quelque sorte, évalués en fonction du nombre de placements, en fonction du nombre d'actes de retrait. En même temps, comme vous le savez, il y a une logique austéritaire considérable, parce qu'en Angleterre, par exemple, dans un champ que je connais un peu, à l'hôpital, par exemple, eh bien, si vous voulez, il y a des chercheurs d'Oxford, mais ce n'est pas des abominables marxistes ou trotskistes, non, c'est des chercheurs d'Oxford qui ont mis en évidence que la réduction des moyens des hôpitaux en Angleterre, pour la seule année 2015, a produit une surmortalité de 30 000 personnes. Donc, ces restrictions, mais ça viendra en France, ne vous inquiétez pas. Si on continue comme ça viendra. Donc, eh bien, si vous voulez, à la fois, il faut faire du chiffre, ça vous connaissez, et en même temps, réduire les moyens. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va chercher des algorithmes prédictifs qui vous donnent, qui ciblent les familles, susceptibles, en fonction du traitement par les big data, de pouvoir être considérés comme susceptibles de maltraitance ou de négligence parentale. Vous êtes dans Minority Report, vous savez ce film magnifique de Spielberg, à partir d'un roman de Philippe Cadic. C'est avant même d'avoir commis, si vous voulez, le crime, en étant simplement soupçonné par les ordinateurs de le commettre, eh bien, vous êtes en quelque sorte prévenu, voire censuré. Et je veux terminer en insistant bien là-dessus. Vous avez bien compris que pour moi, la manière de gouverner les autres est consubstantielle de la manière dont se gouverne soi-même. Indissociable. Ça s'appelle une assesse. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on fabrique un sujet éthique. Le sujet éthique n'étant rien d'autre que la relation que nous avons avec le monde, avec nous-mêmes, avec les autres. Donc la manière dont nous exerçons, ou pas d'ailleurs, la relation de pouvoir et d'autorité, c'est la manière dont nous constituons nous-mêmes comme sujet citoyen. C'est un point qui est très important. Et ce que je suis en train de vous dire, et ce sur quoi je me permets de vous alerter, à partir du moment où vous admettez avec moi qu'il y a une substance politique au sens nom du terme, vous l'avez compris, c'est une substance politique de toutes les relations sociales, à partir de ce moment-là, il convient de savoir ce qui est en train de se passer quand nous assistons, par exemple, à une gestion prévisionnelle des populations en lieu et place d'un véritable gouvernement politique. C'est ça le problème majeur. Alors, je terminerai par 3 citations que je commenterai très vite. La première, elle est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Alexis de Tocqueville. C'est comme Machiavel, je relis toujours de Tocqueville, qui écrit « Il est en effet difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire. Il ne nous fera pas croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs. En 2 mots, vous analysez qui vous avez élu et vous saurez la manière dont vous gouvernez, dont vous êtes gouverné. La deuxième citation, elle est de Georges Canguilhem. J'ai tout à l'heure entendu, je regarde si vous pas là, parce qu'on peut changer de tête, tout à l'heure entendu, si vous voulez ce qu'a dit mon collègue de psychologie cognitive et de neurobiologie. Et il y a une phrase de Canguilhem qui est extraordinaire. Canguilhem dit, je vous le cite un peu de mémoire, parce que mon livre est resté là-bas, que pourrons-nous avoir contre l'ordinateur si notre cerveau est lui-même un ordinateur? L'ordinateur chez soi, pourquoi pas si notre cerveau est lui-même un ordinateur en chacun de nous? Voilà comment, dit Canguilhem, un modèle de recherche scientifique, donc un modèle heuristique si vous voulez, a permis de prévenir l'opposition à une régulation automatisée des rapports sociaux
Et voilà comment, si vous voulez, un modèle heuristique a permis de dissimuler la présence de décideurs derrière la machine. Je crois que c'est à ça que nous avons affaire aujourd'hui. Bien évidemment, cette gestion prédictive des populations ne veut pas dire qu'il n'y a pas des décideurs. Mais on n'est pas dans ce que nous avons travaillé toute la journée, quelque chose qui est autour de la relation de pouvoir, qui est autour de l'autorité, c'est autre chose. Nous sommes dans la contrainte pure, simple, où les décideurs sont derrière. Troisième et dernière citation, quelque chose de magnifique, qui est Georges Bernanos, qu'on connaît toujours comme ayant une mauvaise fréquentation, mais on ne connaît pas parfois ses travaux, et en particulier La France contre les robots, pour essayer de bien montrer que je ne suis pas technophobe. Je ne rejette pas la technique, j'ai mon iPad, oui, je vous ai parlé au téléphone. Vous avez accepté? Absolument. Et là, j'ai laissé mon iPhone, je me sens un peu orphelin. Il y a comme une amputation. Et je ne suis pas technophobe, j'essaie de montrer que la technique peut devenir, on a parlé de manière très intéressante, il a évoqué le transhumanisme, je n'en aurais pas parlé, mais la technique peut devenir en somme la prothèse qui vient appareiller un gouvernement qui n'ose plus, en quelque sorte, assumer son autorité politique. C'est ça que je veux dire. Et là, il y a une phrase formidable de Bernanos. Bernanos écrit « Le danger n'est pas dans les machines. Sinon, nous devrions faire serait absurde de les détruire par la force, à la manière des iconoclastes qui, en brisant les images, se flattaient d'anéantir les croyances. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur plus tendre enfance à ne désirer que ce que la machine peut donner. Je vous remercie.